Bon, alors je vous remercie de m'avoir invité aussi. C'était une sorte de challenge et discuter après Catherine qui a une vue vraiment globale de toute la biologie, je trouve que c'est assez intimidant, mais j'espère vous convaincre que la microbiologie, c'est un domaine en pleine explosion et qu'il faut promouvoir des études très diversifiées sur ce domaine dans l'université, dans les centres de recherche, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup à faire. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de choses que je vais dire qui vont recouper ce qu'a dit Catherine, et je trouve que c'est vraiment très complémentaire. Et j'espère que je vous intéresserai autant qu'elle m'a intéressée en tout cas. Donc, je vais vous parler de microbiologie, mais je crois que je vais vous parler essentiellement de bactéries, parce que je ne peux pas parler de tout, et qu'en plus, c'est peut-être le domaine que je connais le mieux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les bactéries, ce sont vraiment les êtres vivants les plus petits. Vous avez ici la représentation d'une bactérie. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un organisme vivant. Il peut vivre tout seul. Donc, il y a une enveloppe, une paroi. Et ce qui est très important, c'est ce composé rose qui est donc son chromosome, son noyau. Donc, on ne voit pas les bactéries à l'œil nu, comme on vous a dit, et il faut descendre avec un microscope pour réussir à voir les bactéries, soit avec des microscopes optiques, soit avec des microscopes électroniques. Et donc, c'est quelque chose qui est important à avoir à l'esprit pour le moment. Donc, je vais vous parler de la renaissance de la microbiologie, et tout comme Catherine l'a fait tout au début, c'est de dire que cette renaissance est due à l'arrivée de nouveaux outils, de nouvelles technologies, et ça a engendré des nouveaux concepts et des nouveaux domaines d'activité. Donc, vous aviez sur la diapositive précédente l'Institut où je travaille, qui avait donc été créé par Louis Pasteur à la fin du XIXe siècle, et un des nouveaux bâtiments que nous avons. Je vais, avant de vous parler de ces nouvelles approches, etc., je crois qu'il faut un tout petit peu d'historique. Donc, fin du XIXe siècle, Louis Pasteur et son compétiteur Robert Koch font naître la microbiologie, la bactériologie. Vous savez que Pasteur était très connu pour avoir mis au point certains vaccins, pour avoir innové la sérothérapie. Robert Koch, avec certains de ses collègues, comme Kitasato, était spécialisé dans la découverte de bactéries ou toxines responsables de maladies. Le bacille de Koch, qui est responsable de la tuberculose, et puis toutes ces bactéries qui ont été découvertes comme responsables de maladies. Alors, la chasse à la bactérie responsable d'une maladie, elle est encore vraie de nos jours. Vous avez par exemple, en 2005, le prix Nobel a récompensé 2 individus qui ont montré que les ulcères gastriques et les cancers gastriques étaient dus à une bactérie. Donc je ne vais pas dire que c'est fini la chasse aux bactéries ou aux organismes pathogènes responsables de maladies, mais il y a d'autres choses qui se passent. Bon, et je ne peux pas m'empêcher de citer aussi la découverte du papillomavirus et du HIV, responsables de maladies qui ont aussi été récompensés par le prix Nobel. Mais il y a des individus qui s'intéressent à des choses un peu ésotériques. Et vous avez par exemple dans les années 60, Jacob, Wolf et Monod qui s'intéressaient à l'attaque par des virus, l'attaque de bactéries par des virus. Et ils ont fait des découvertes qui ont été à l'origine de la biologie moléculaire, puisqu'ils ont pu découvrir que la façon dont les virus soit lisent les bactéries, soit s'intègrent dans le génome des bactéries, est due à des molécules qu'ils ont analysées en grand détail et qui étaient à l'origine des concepts de régulation de l'expression des gènes, d'expression commune de plusieurs gènes, avec soit des répresseurs ou, par la suite, comme ça a été montré, avec des régulateurs. Donc, vous avez des gens qui ont commencé à analyser les gènes. Vous avez d'autres gens qui ont commencé à découvrir que quand ces virus arrivent, ils sont quand même détruits par la bactérie parce qu'on a appelé des enzymes de restriction. Et ça a commencé à donner naissance à la biologie moléculaire, puisqu'on pouvait sortir l'ADN, le découper avec ces enzymes de restriction, le voir et éventuellement aller le mettre dans d'autres bactéries. Et ça a donné naissance à ce qu'on a appelé le génie génétique. Des bactéries qui étaient mises dans des grands fermenteurs étaient capables de produire des produits extrêmement importants comme l'insuline, l'hormone de croissance, etc., l'interféron. Donc ça, c'est un peu pour l'historique.
Et là, je retrouve Catherine qui vous a dit que, ben oui, il y a des gens qui ont découvert des choses très importantes. Et ça, c'était grâce à l'arrivée très timide du séquençage. Ce monsieur Carl Woese a commencé à séquencer l'ADN ribosomique d'un certain nombre d'organismes et s'est aperçu qu'effectivement, à partir d'un ancêtre commun, on a des bactéries, on a des eucaryotes et on a des archées. Et donc, ça, c'était quand même une très grande révolution dans le monde du vivant. Et je suis vraiment contente qu'on ait deux exposés qui se recoupent comme ça. Et bien sûr, je vais un petit peu insister sur les bactéries, vous dire qu'elles sont extrêmement diversifiées. Il y en a par exemple dans l'environnement. Vous savez bien, les streptomyces qui produisent beaucoup de choses, y compris des très bonnes odeurs dans les sous-bois quand il a plu. Vous avez des bactéries qui sont symbiotiques. Vous avez des cynorisobiomes qui sont capables d'aider les plantes à fixer l'azote et à pousser mieux. Vous avez des bactéries qui sont commensales. En général, on dit qu'elles ne font rien, mais elles font beaucoup de choses très bonnes. On pourrait peut-être les qualifier autrement. Mais juste pour vous dire que, pour retrouver ce qui a été dit, il y a des bactéries pathogènes, mais il y a beaucoup d'autres bactéries qui ne sont pas pathogènes, et il y a beaucoup plus d'amis que d'ennemis, en fait. Donc, j'arrive à ma notion donc, de nouveaux outils et de nouvelles technologies, et ça retrouve exactement ce que Catherine vous a dit, la génomique, la microscopie ou l'imagerie et la bioinformatique. J'ai quand même illustré un tout petit peu ça, en vous disant que le premier virus qui a été séquencé, c'était quand même il y a 40 ans, un virus de bactéries. Il y avait deux techniques pour séquencer cet ADN, et puis très vite, on est arrivé au séquençage du premier génome bactérien en 1995, et le génome humain est arrivé encore un tout petit peu après, en 2001. Alors, ce qu'il y a d'important à savoir, c'est que ces technologies prenaient du temps et coûtaient très cher. Et la révolution, c'est que, en fait, ça prend beaucoup moins de temps et c'est beaucoup moins cher maintenant. Donc, un exemple, par exemple, quand après le tremblement de terre en Haïti, il y a une épidémie de choléra, la séquence de cette bactérie, du vibrion cholérique, a été faite en un jour. Donc, c'était vraiment une grande révolution. Et non seulement ça, on était obligé d'isoler la bactérie pour pouvoir purifier son ADN et le séquencer. Maintenant, comme ça a déjà été mentionné, on parle de métagénomique, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les organismes dans leur ensemble, on va extraire tout l'ADN, on va tout séquencer en même temps, et la bioinformatique va nous aider à dire quelle est la séquence de chacun de ces organismes. J'ai mis le mot bioinformatique, et ça, c'est absolument critique pour stocker les données, pour analyser les données, pour les comparer, etc. C'est vrai du côté de cette première technologie que j'ai discutée, mais c'est vrai aussi pour l'imagerie. Parce que l'imagerie a fait des progrès absolument extraordinaires en microscopie électronique, en microscopie à fluorescence, en vidéomicroscopie, en microscopie à super résolution. Donc, microscopie électronique, c'est la Rolls de la microscopie, puisque vous allez pouvoir voir, par exemple, des virus qui infectent des bactéries. Vous pouvez voir une bactérie qui infecte une cellule. Vous pouvez voir le mimivirus. Mais on a pu voir maintenant d'autres choses. Par exemple, on commence à voir des bactéries qui se divisent. Alors on les regarde, on les observe, on leur met des petits marqueurs fluorescents et on essaie de comprendre quel est le rôle de telle bactérie, quelle est l'influence d'un antibiotique sur cette population de bactéries, etc. Donc ça, c'est quand même un grand progrès et on ne fait pas ça dans des laboratoires spécialisés. On peut le faire dans beaucoup, beaucoup de laboratoires maintenant. Donc vous voyez ici, ça c'est la guerre entre deux bactéries. Vous avez des pseudomonas qui attaquent des vibrios et si on avait le temps, on regarderait très précisément qu'il y a des bactéries qui éclatent parce qu'il y en a d'autres qui leur injectent des seringues carrément dans leur corps. Donc la microscopie est vraiment en pleine explosion et j'insiste sur le fait que la bioinformatique est extrêmement indispensable à toutes ces études. Donc, quels sont les nouveaux concepts, quelles sont les nouvelles zones, disons, d'études sur lesquelles vous, universitaires, devez mettre beaucoup de laboratoires et beaucoup de gens au travail? J'ai partagé ça en trois parties. On va parler de l'expression génétique chez les bactéries
Et toute cette révolution de l'ARN, la vie sociale des bactéries, la socio-microbiologie, et puis les interactions entre les pathogènes et les hôtes. Donc, je reviens sur ma bactérie. Vous vous souvenez, je vous ai dit, le cœur du sujet, c'est le cœur, c'est son ADN. Donc, pour les non-initiés, je suis obligée de vous dire que l'ADN peut être, au moment, peut être soit répliqué, soit copié à l'identique. Une bactérie va donner 2 bactéries, un ADN va donner 2 ADN. Donc, il est copié à l'identique, c'est ce qu'on appelle la réplication. Mais il peut être aussi copié pas à l'identique, et c'est ce qu'on appelle la transcription. Donc, il peut être transcrit en ARN. Donc, l'ADN double bain peut être transcrit en ARN. Ça c'est ce qu'on appelle un messager, un ARN messager, qui peut être lu par toute une machinerie qui va faire des protéines. Donc, normalement, un gène donne un ARN messager qui donne une protéine. Mais dans vos génomes, vous pouvez avoir des régions de l'ADN qui ne vont pas donner d'ARN messager, qui ne vont pas donner de protéines. Et ça, c'est ça dont Catherine a parlé, l'ADN poubelle, c'est-à-dire cet ADN dont on se disait il est là, bon, on ne sait pas trop pourquoi. Et une des grandes révolutions à l'heure actuelle, c'est d'avoir montré qu'entre les gènes, on peut avoir des ARN, on peut avoir des ADN, des fragments d'ADN qui donnent des ARN, mais qui ne donnent pas de protéines et qui sont très importants. Et c'est un petit peu là-dessus que je voudrais un tout petit peu insister, en revenant sur cette image que vous avez vue, parce que Jacob et Monod avaient montré que les protéines qui régulent l'expression des gènes sont des protéines, ou en tout cas peuvent être des protéines, mais ils avaient montré aussi dans ce schéma un peu classique que ça pourrait éventuellement être un ARN. Ça, c'est pour les spécialistes de la salle. Donc, en tout cas, depuis qu'on a accès au génome, beaucoup de gens s'intéressent à l'expression génétique et montrent que les gènes peuvent être régulés par des tas de structures qui prennent des formes différentes. Et il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à ces petits ARN qui sont, disons, le résultat de la transcription de ces fragments qui sont entre les gènes qui codent pour des protéines. Et c'est comme ça qu'un certain nombre de gens ont réalisé qu'il pouvait y avoir des séquences répétées dans les génomes qui se sont appelées CRISPR. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. C'est le mot repeats qui est important. On a trouvé qu'il y avait des petites répétitions qui étaient dans les génomes. Et pour résumer la situation de cette folie CRISPR, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Je vais essayer d'être un tout petit peu clair. Vous avez une bactérie qui est attaquée par un virus. Je vous ai déjà parlé de l'attaque des bactéries par les virus et je vous ai dit que l'ARN, l'ADN qui est injecté dans la bactérie peut éventuellement être coupé par les enzymes de restriction. Ça, c'est une façon dont les bactéries se protègent. Ici, vous avez une protection par un autre système. Vous avez un événement différent qui se passe. Donc, le virus injecte son ADN dans la bactérie. Et là, vous avez des protéines qui viennent couper cet ADN et qui vont l'insérer dans cette région qui correspond à cette région CRISPR où il y a des répétitions, c'est clair, les répétitions, elles sont en noir. D'accord ? Donc la bactérie, elle prend un petit peu de cette région de l'ADN, elle le met dans cette région CRISPR. Et ce qui se passe, c'est que l'intégration de ce petit fragment fait qu'on a changé un tout petit peu le génome, qui va être ensuite transcrit et qui va être ensuite un tout petit peu coupé en petits morceaux. Et si un jour cette bactérie revoit le phage, le bactériophage, le virus, l'ADN re-rentre et puis un de ces petits morceaux vient ici se coller, et ce qui fait qu'il va y avoir un clivage, une destruction de l'ADN du phage, et cette bactérie, elle est en fait immune au nouveau virus qui vient l'attaquer. Donc, ce système CRISPR-Cas, les protéines s'appellent Cas, est à la découverte d'un nouveau système immunitaire. Alors, ça a été découvert par des gens qui s'intéressaient aux petits bouts d'ARN qui étaient entre les gènes. Des gens qui faisaient de la biologie fondamentale. Et ce que je peux vous dire, c'est que je faisais partie d'un consortium européen où la fameuse française Emmanuelle Charpentier cherchait des petits ARN non codants dans sa bactérie Streptococcus pyogenes. Moi, je cherchais les petits ARN non codants dans ma bactérie Listeria monocytogenes. Il y avait d'autres gens avec Salmonelle, etc. Et donc, c'est un peu le hasard qui a fait qu'elle a trouvé que ces petits ARN, il y en avait un qui était très important, parce qu'il aidait ce phénomène-là.
Elle a eu l'idée de dire, bon, bah, si dans ma bactérie, j'ai un petit ARN qui va aider les protéines Cas à reconnaître leur cible, bon, elle a eu l'idée de s'acoquiner avec Jennifer Doudna, qui était une grande biochimiste qui travaille sur l'ARN depuis des années. Et ensemble, elles ont pu montrer qu'elles pouvaient développer un outil biotechnologique pour un petit peu modifier les génomes. Alors, elles ont utilisé les propriétés de cette protéine Cas, elles ont utilisé les propriétés de reconnaissance de l'ARN pour une autre séquence d'ADN, etc. C'est un tout petit peu trop complexe pour l'expliquer aujourd'hui, mais j'insiste sur le fait que c'était des gens qui travaillaient sur la biologie fondamentale d'événements qui ont mis au point des outils qui servent maintenant pour modifier les génomes de n'importe quel organisme. Et quand on dit n'importe quel organisme, ça peut être aussi bien l'homme, les animaux d'élevage, des poules, des moutons, des vaches ou des plantes, ou éventuellement des insectes porteurs de maladies comme c'est en train d'être fait. Donc on pourra en discuter, j'imagine que vous allez vouloir en discuter. Donc ça, c'est une des grandes facettes de la microbiologie, l'ARN. Une autre facette, c'est la socio-microbiologie, c'est-à-dire le fait que les bactéries ont une vie sociale. Bon, Pasteur et ses collaborateurs ont cherché à isoler les bactéries et à trouver quelle est la bactérie responsable de telle maladie, etc. En fait, dans la vraie vie, les bactéries, elles ne vivent jamais comme ça. Elles ne vivent jamais isolées sur des boîtes de pétri. Elles vivent dans une grande soupe, comme dans la mer, ou elles vivent dans des endroits où il y a des tas d'autres espèces de la même... enfin, disons, des tas d'autres espèces de micro-organismes. Par exemple, on sait que si une bactérie est en train de se promener dans un liquide, elle a une très forte tendance à aller se coller et à former ce qu'on appelle un biofilm. Un biofilm, c'est une structure où vous avez des bactéries qui se sont mises ensemble et qui, ensemble, forment une sorte de coque. Et cette coque les protège, par exemple, de produits détergents ou de produits antibiotiques. Bon, donc ça, c'est ce qu'on appelle un biofilm. Mais... ces biofilms, ils se forment où? Ils se forment sur vos dents si vous les brossez mal. Ils se forment sur des tuyaux parce que s'il y a des choses qui se déposent sur les tuyaux, ils peuvent se former. Ils se forment dans la nature. Ils se forment aussi sur les poumons d'un patient atteint de mucoviscidose. Ces bactéries peuvent se mettre aussi sur des cathéters, sur des implants. Enfin, le problème des biofilms est un véritable grand problème. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les bactéries, elles sont en petites communautés et elles se parlent. Et elles se parlent soit par l'intermédiaire de nanotubes, soit elles s'envoient des langages chimiques. Et on sait que les bactéries s'envoient des molécules chimiques et qu'ensuite elles vont travailler ensemble. Donc elles forment un peu des communautés et elles agissent ensemble. Et vous avez par exemple dans cette bactérie, dans ce petit calamar, une poche où il y a des vibrios qui sont capables de faire ensemble de la lumière. Si j'ai une minute, je raconte l'histoire parce que les gens l'aiment bien. Donc l'histoire de ce calamar, c'est la suivante. C'est que vous avez un calamar qui vit dans le Pacifique et qui, pendant la journée, est dans le sable. Et la nuit, il veut aller chasser des crevettes. Mais il y a beaucoup d'autres organismes qui aiment bien chasser les calamars. Donc le calamar, en fait, comme il chasse la nuit, il y a la lune qui produit une ombre portée du calamar sur le sable. Et donc les prédateurs vont reconnaître le calamar. Sauf si le calamar a dans sa poche des petites bactéries qui vont produire de la lumière et qui vont faire que la poche éclaire l'ombre. Donc il n'y a plus d'ombre. Et donc le calamar est protégé et il peut aller chasser tranquillement. À la fin de la nuit, il veut rentrer chez lui dans le sable, il recrache tous ses vibrios et il se met à dormir. Donc là, c'est un exemple où vous avez toutes ces bactéries qui ne sont pas vraiment fluorescentes si elles sont toutes seules. Elles ne sont luminescentes que si elles sont en groupe dans cette poche du calamar où elles ont intérêt à se trouver parce qu'elles y trouvent de la nourriture. Enfin, tout ça, c'est encore une autre symbiose qui est extraordinaire. Bon, évidemment, j'en arrive
aux assemblées que vous avez dans votre corps. Vous avez tous entendu parler de tout ce qui se passe dans votre intestin, Catherine l'a mentionné, mais je voudrais dire qu'il y en a aussi sur le cuir chevelu, dans vos narines, dans votre bouche, dans l'œsophage, dans l'estomac, sur la peau, etc. Et c'est en fait une carte d'identité pour tous les gens. Vous avez tous des microbiotes qui sont complètement différents. Alors, le microbiote intestinal, c'est celui qui a été le mieux étudié. On le savait depuis longtemps qu'il participait à la digestion, mais ce qu'on savait moins, c'est que, par exemple, il participait au développement du système immunitaire, et encore moins, on ne savait pas qu'il pouvait y avoir un relais entre ce qui se passe dans l'intestin et ce qui se passe dans votre cerveau. Et c'est pour ça, quelquefois, on dit l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Ce n'est pas vraiment ça. C'est que les bactéries qui sont dans votre intestin stimulent les cellules épithéliales à produire un certain nombre de composés qui peuvent éventuellement migrer jusqu'au cerveau ou affluer sur différentes fonctions du cerveau. Bon, alors, je ne vais pas insister trop, mais quand même, vous mentionnez que la diversité de votre microbiote est un signe de santé. Donc, si vous vieillissez, ou si vous nourrissez mal, si vous êtes traité aux antibiotiques, votre diversité diminue et ce n'est pas souhaitable, on va dire. Donc, on a aussi montré... Bon, il y a des tas d'études qui sont faites à l'heure actuelle et qui en sont encore au stade de la corrélation. On fait une corrélation entre diversité, bonne santé, etc. Mais on ne sait pas trop. Pour le moment, il y a besoin d'avoir beaucoup plus d'équipes qui travaillent là-dessus. Alors, je parle de microbiote sur l'homme, mais n'oubliez pas que les racines, c'est pratiquement l'estomac, l'intestin, la bouche des plantes. Donc, on a aussi beaucoup de micro-organismes qui sont sur les racines et qui permettent aux plantes de bien se développer. Et puis, comme on a dit, dans l'océan, dans l'environnement, il y a beaucoup de microbes qui, très souvent, ne sont pas cultivables d'ailleurs. Donc, on a mentionné l'expédition Tara-Océan menée par Eric Karsenty. Il y avait eu aussi les expéditions de Craig Venter dans la mer des Sargasses. Donc ça, grâce à la métagénomique, vous voyez que tout ce qu'on a dit se recoupe. La métagénomique nous permet d'avoir accès à toute la microbiologie de la mer. Je voudrais terminer par vous dire qu'on est à une période absolument extraordinaire sur la connaissance des interactions hôtes pathogènes. Et on a fait vraiment des grands progrès sur la connaissance de la façon dont les bactéries mettent en place une infection, la maintiennent, comment certaines bactéries persistent et comment elles résistent aux antibiotiques. Donc, ma bactérie chérie, c'est celle-ci, mais vous voyez, il y a des tas de bactéries qui ont été étudiées par d'autres gens dans le monde. Cette bactérie sur laquelle je travaille s'appelle Listeria, elle contamine les aliments, elle a été très connue quand il y a eu une épidémie à cause du vacherin Mont d'Or. Je ne vais pas vous en dire grand-chose, on travaille dessus depuis 1986, on l'a disséqué de tous les côtés. Mais je vais juste vous montrer des vidéos parce qu'elles sont assez frappantes. Et avant de vous montrer des petites vidéos, je voudrais juste vous dire ce qui se passe pendant l'infection. La bactérie donc arrive au niveau de l'intestin par des aliments contaminés, et puis elle est capable de traverser ce qu'on appelle la barrière intestinale, d'arriver au foie, à la rate, et puis d'aller jusqu'au cerveau et au placenta des femmes enceintes. Donc c'est une bactérie dont on dit qu'elle est ennuyeuse pour les femmes enceintes. Et au niveau de la cellule, on sait que les bactéries sont capables de rentrer dans les cellules. Toutes les bactéries ne restent pas à l'extérieur. Il y en a beaucoup qui rentrent dans les cellules. Alors celle-ci, elle rentre et puis elle sort de cette espèce de poche qu'elle a formée. Et elle est capable de bouger en polymérisant l'actine qui est dans la cellule et en passant d'une cellule à l'autre. Et c'est ça que je voudrais vous montrer et vous illustrer par là que la vidéomicroscopie nous a fait faire des grands progrès. Donc vous voyez la bactérie qui rentre. Donc elle rentre. Vous avez mangé un morceau de fromage contaminé à midi, sachez qu'éventuellement, la bactérie peut rentrer dans les cellules en faisant ça. Et une fois qu'elle est dans les cellules, elle peut se promener en bougeant comme ça. Et on a pu reproduire ce mouvement in vitro, c'est-à-dire on prend des extraits cellulaires, on met les bactéries, elles bougent. Et si je vous montre ça, c'est parce que Catherine a évoqué le fait de l'interdisciplinarité.
Et nous, petits microbiologistes, vu qu'on travaille avec des cellules, on a accès à un outil qui s'appelle bactéries pour aller comprendre comment les cellules fonctionnent. Et en regardant comment ces bactéries bougeaient, en fait, on a pu mettre le doigt sur la façon dont certaines cellules bougent. Alors, vous allez dire, est-ce qu'il y a des cellules qui bougent? Et oui, on sait qu'il y a des cellules qui bougent. Et j'ai pris un film qui est très connu, c'est pas de moi, c'est un film qui est accessible sur Internet. Vous voyez une cellule macrophagique qui court derrière une bactérie. Donc vous voyez cette cellule qui bouge, elle court derrière une bactérie qui va finir par être englobée. Eh bien, le mouvement de cette cellule vers la bactérie est dû à une sorte de polymérisation de l'actine par un phénomène qui est identique à ce qui se passe derrière la bactérie. Donc là, interdisciplinarité des microbiologistes qui s'intéressent à la biologie cellulaire. Voilà, donc j'en ai fini. Je vous ai parlé de la révolution de l'ARN, de la socio-microbiologie et des interactions hôtes pathogènes. Et là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup encore à faire. Bon, pour terminer, quels sont les challenges de la microbiologie pour le moment? Je crois qu'il faut vraiment comprendre toutes ces assemblées de bactéries, que ce soit dans les organismes vivants ou que ce soit dans l'environnement. Une des choses qui nous intéresse particulièrement, c'est de comprendre dans tout ça la persistance de certaines bactéries si vous les avez tuées, par exemple, avec un antibiotique. Parce que quelquefois, vous croyez que vous êtes guéri, vous allez avoir une bactérie qui reste et qui va faire que vous allez avoir une maladie chronique. Un des grands problèmes à l'heure actuelle, c'est de lutter contre la résistance aux antibiotiques dont on sait qu'elle est dramatique. Donc, parmi les techniques qu'on peut utiliser, on peut éventuellement utiliser des virus qui vont aller taper sur ces bactéries, ce qu'on appelle la phagothérapie. Mais bien sûr, les vaccins sont quand même une approche qui est peut-être plus efficace. Il vaut mieux prévenir que guérir. Bon, du côté des microbiotes, c'est sûr qu'il faut analyser tous les microbiotes. Et là, je vous ai parlé jusqu'ici de maladies infectieuses, mais il y a les maladies non infectieuses. Et on sait très bien qu'il y a des maladies inflammatoires, il y a des maladies métaboliques, il y a des maladies dues à la sous-nutrition, la malnutrition, qui sont en lien avec le microbiote. Et c'est très important d'essayer de comprendre un tout petit peu quelles sont les bactéries qui sont importantes, quelles sont les molécules de ces bactéries, quels sont les mécanismes mis en jeu, toutes les voies de signalisation. C'est important de comprendre comment les bactéries peuvent éventuellement jouer un rôle dans l'apparition des cancers. Et éventuellement, si on pense qu'il y a un axe entre l'intestin et le cerveau, est-ce qu'il y a une influence sur des maladies dégénératives, etc., etc. Autre chose, c'est que, oui, tous ces microbiotes, ce n'est pas seulement des bactéries. Il y a des virus, il y a des amibes, il y a des champignons. Et puis, il y a une chose aussi qui peut-être n'a pas été encore dite, c'est qu'il y a des aspects de la biologie qui n'étaient pas accessibles jusqu'ici et qui maintenant commencent à être accessibles. Et par exemple, quand on étudiait des maladies jusqu'ici, on étudiait soit le pathogène, soit la maladie, mais maintenant, on a de plus en plus accès à la biologie des vecteurs. Alors, vous avez des maladies comme la maladie de Lyme qui sont véhiculées par des tiques, la peste par des puces. Vous avez ici la mouche tsetse qui véhicule des parasites. Vous avez aussi les moustiques, dont vous savez qui véhiculent des tas de virus ou même de bactéries. Et je pense qu'on a une époque où il va falloir s'intéresser beaucoup plus au ménage à trois, j'ai envie de dire, le pathogène, le vecteur et l'hôte qui est infecté. Donc, dernière diapo. Donc, parmi tous les grands thèmes qu'il faudrait travailler, regardez les infections à la lumière de tout ce qu'on sait sur les microbiotes. Si vous voulez, il y avait beaucoup de gens qui ont travaillé sur des pathogènes sans trop tenir compte de ce qu'il y avait dans un intestin. Vous étudiez la salmonellose, mais il faut bien voir qu'est-ce qu'il y avait devant les salmonelles qui arrivaient dans l'intestin. Regardez la réponse immunitaire qui peut être modulée par le microbiote ou la nutrition. La nutrition, quelque chose de très important. Donc les vecteurs. La composante génétique dans les maladies infectieuses, les nouvelles drogues, les nouveaux vaccins. Donc la communication entre le cerveau et l'intestin,
Voilà. La microbiologie fondamentale au niveau cellule unique. Et ça, c'est pas juste pour savoir mieux ce qui se passe, c'est pour comprendre la persistance. Est-ce qu'une seule bactérie peut régénérer une maladie qui ressurgirait? Le lien entre bactéries, biologie cellulaire et cancer, les microbes chez les hommes, les animaux, etc. Et puis, évidemment, le vieillissement en bonne santé. Est-ce que, justement, la microbiologie peut servir à comprendre tout ça? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et je pense que la microbiologie est vraiment à une période extraordinaire et j'ai essayé de vous le faire partager.